Allez, sur Boursorama, on revient sur cette nouvelle dégradation de la dette, de la note de la dette chinoise par l'agence de notation Standard & Poor's. Je rappelle qu'une agence de notation, ça sert à évaluer le risque de défaut d'un paiement d'une entreprise ou d'un État souverain. Xavier Timbaud, bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être là avec nous, économiste et directeur de l'OFCE. Pour la première fois, encore une fois, depuis 1999, ça remonte. S&P donc a baissé d'un cran la note de la dette publique chinoise en raison, nous dit l'agence, de risques financiers qui sont élevés. Bon, la note passe de double A- à simple A+. Il n'y a pas de façon de voir finalement cette décision. D'un côté, la note reste quand même A+. Donc on se dit qu'il n'y a rien de catastrophique. À l'école, quand on a A+, c'est plutôt une bonne note. Ou alors on se dit que cette décision Standard & Poor's arrive quelques mois, c'était au mois de mai, après celle de Moody's, qui elle-même avait dégradé. Donc c'est peut-être plus grave que ça en a l'air. On se rappelle aussi qu'on avait reproché aux agences de notation lors de la crise de 2008 d'avoir 50 métros de retard. Et si elles avaient un métro d'avance, pour une fois? Un métro d'avance, vous y allez vite là. Donc d'abord, c'est vrai quand même que là, la Chine a la même note que les États-Unis, par exemple. Donc on pourrait dire, après tout, États-Unis, Chine, c'est à peu près pareil. Et même si effectivement à l'école, A+, ça reste assez bien, les agences de notation ont une espèce de multiplicité de notations dans lesquelles on se perd un peu d'ailleurs, avec Mais c'est pas une mauvaise note, encore des une nuances, fois. etc. Alors c'est pas une mauvaise note, ça reste dans la catégorie des A, donc ce qui veut dire que c'est Bon élève. très bon élève, on va dire, mais c'est un peu moins bien que ce que ça n'était avant, et puis c'est assorti effectivement d'un discours sur, en gros, hein, pour vraiment le simplifier, enfin, je ne sais pas qu'il soit très compliqué d'ailleurs le discours de l'agence de notation, enfin, du Ni neuf, ni compliqué. Ni neuf d'ailleurs. Ni neuf, On ni aurait pu compliqué. avoir ce même discours que je vous laisse dévoiler il y a 1 an, il y a 2 ans. Hein. Oui, alors il y a quand même l'accumulation qui se produit et le fait que ça dure. Donc en gros, c'est quoi ce discours? C'est de dire, fondamentalement, les moteurs de la croissance en Chine sont assez forts. Vous vous rappelez qu'on a eu un ralentissement. L'économie chinoise a rebondi après ce ralentissement. C'est plus une croissance à 10%, mais ça reste une croissance quand même très élevée, à 7% dans les perspectives. Mais de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est le crédit à l'économie, aux agents non financiers, donc que ce soit public, les entreprises plus parapubliques ou péripubliques, et le secteur privé, les ménages ou les entreprises privées. Le crédit qui est accordé à ces agents économiques croît de façon très rapidement et beaucoup plus vite que ne croissent les revenus. Et donc ça... Et pourtant, le gouvernement nous dit justement durcir les conditions d'achat d'octroi, d'emprunt notamment immobilier. Est-ce que la croissance du crédit ralentit tout en restant sur des rythmes assez importants? Elle reste sur des rythmes très importants, elle a un petit peu ralenti, mais on a quand même de l'autre côté des prix d'actifs qui explosent, comme par exemple les prix de l'immobilier dans les principales métropoles chinoises. Bon, tout ça est pointé, vous le disiez, depuis plusieurs années, ça n'est pas nouveau, mais ça continue. Et ça continue dans un contexte où on ne semble pas avoir vraiment beaucoup de leviers pour jouer dessus. Au-delà de ce que disent les agences de notation, cet été, le 14 juillet, le Fonds monétaire international, le FMI, a publié un pré-rapport sur la Chine, dans lequel il y a un certain nombre d'éléments et dans lequel il raconte un peu tout ça. Il donne un chiffre qui est assez spectaculaire. Ils disent de 2012 à 2016, la croissance en Chine a été de 7,3. S'il n'y avait pas eu le crédit aussi généreux qu'on a connu, on aurait eu une croissance de 5,3. Ce qui est bien, c'est quand même bien. Ce qui est quand même bien, mais qui en même temps montre que dans les 7,3 de croissance moyenne entre 2012 et 2016, il y en a une partie non négligeable qui est liée à ce développement du crédit, autour de 30%, et que ça focalise un peu l'attention de tout le monde. Qui dit crédit dit donc dette. Il y a de l'inquiétude, mais qui n'est pas nouvelle, encore une fois, en Chine, sur la dette chinoise, les entreprises. Alors, est-ce qu'on parle des entreprises, des collectivités, des ménages parce qu'on va vous écouter, le modèle de développement de la Chine est toujours à crédit pour partie. Oui, il est toujours à crédit, c'est-à-dire que c'est pas le seul, on me dirait. C'est pas le seul. Mais dans des proportions. Ceci étant dit, dans des proportions qui sont assez importantes. En 2008, le crédit total à l'économie, c'était 130 points de PIB. Aujourd'hui, c'est 230 points de PIB. Donc entre 2008 et aujourd'hui, il y a eu 100 points de PIB de dette en plus injectés dans l'économie chinoise. Et ça, c'est intenable si on continue sur cette... Alors, c'est ça le vrai sujet, peut-être. C'est toujours le problème, parce que, oui, ce serait intenable dans une économie qui serait une économie mature, comme les économies européennes. Dans une économie qui est en plein boom de développement,
ce plein boom de la dette, il correspond aussi au fait que le niveau de vie, il est aujourd'hui très supérieur à celui qu'il était en 2008 et qu'il va encore s'accroître. Et donc ça se justifie. Ça justifie d'une certaine façon cet endettement, cette croissance très forte justifie cet endettement et la montée de cet endettement. Le problème, c'est que on aimerait être sûr que tout ça est sous contrôle. Et on a par ailleurs souvent l'impression, alors la question c'est de savoir si c'est une impression ou si c'est justifié, mais que la situation n'est pas très transparente, qu'elle échappe un peu au contrôle des autorités, ou que les autorités mettent un peu sous le tapis tout un tas d'éléments, et donc que ça élève une suspicion qui pourrait justifier cette dégradation de la note par Standard & Poor's aujourd'hui. Alors, la réaction de Pékin, pour le coup, c'est d'être assez furieux, furax, furibard, suite à cette décision de l'agence américaine. C'est bien de le dire. On le saurait pour moi. Pékin qui affirme que l'agence de notation oublie les bons fondamentaux de l'économie chinoise, le potentiel de développement, la transition, il parle de transition. Est-ce que c'est un peu court ou est-ce que c'est juste? Alors, il y a plusieurs... Est-ce que la Chine est vraiment en train de changer? Oui, alors ça c'est indéniable, elle est en train de changer. Et elle change par la force des choses, et c'est ce que veulent dire ces chiffres de croissance incroyables que la Chine a connus dans le passé. On ne peut pas avoir des chiffres de croissance de cette façon-là et avoir un système économique qui est stable. Donc elle change, ça c'est sûr. Ensuite, le gouvernement chinois, il sait que l'économie change et il connaît un certain nombre des problèmes de l'économie chinoise. Notamment les fameuses surcapacités après des années de forts investissements. On dit que le gouvernement s'y attelle en fermant là où c'est pas rentable, là où il y a trop de production. Oui, effectivement, il s'y attelle. D'autre part, il connaît aussi les problèmes de ce qu'on appelle les entreprises zombies, ces entreprises mi-publiques, mi-privées. Qui ont été perfusées avec de l'argent public. Et qui sont très peu rentables et qui sont perfusées avec du crédit qui est offert par des... Et ils s'en occupent comment? Par des banques publiques. Parce qu'on a connu ça au Japon, c'est comment ça s'est fini? Alors, ils s'en occupent comment? C'est là où peut-être Standard & Poor's a raison de pousser un peu le bouchon. C'est-à-dire qu'il s'en occupe Il dit qu'il s'en occupe, mais on ne sait pas trop ce qui est mis en œuvre effectivement. Il y a des choses qui ont été faites du côté des finances des collectivités territoriales, avec un cadre qui est beaucoup plus strict et une espèce de reprise en main de la façon dont les collectivités territoriales dépensaient de l'argent. Donc là, de ce côté-là, le gouvernement chinois peut dire la situation est sous contrôle. Mais pour le reste, ils disent qu'ils font des choses, probablement ils font des choses, mais ça reste en tout cas au regard des critères qui sont les nôtres en Europe ou aux États-Unis de transparence de l'action publique sur les marchés, bien en deçà de ce qui se pratique. Un dernier mot quand même, là où les Chinois sont très furieux, c'est que dans quelques semaines, il va y avoir le congrès du Parti communiste chinois, et que les Chinois vivent ça comme une intrusion, c'est-à-dire un peu comme un message qui leur est donné avant ce congrès pour leur dire « Voilà ce qu'il faut faire les gars, si vous voulez... alors si vous voulez, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs, mais enfin si vous voulez avoir une bonne note en tout cas. » Bon, ce qui est sûr, c'est que la réaction des marchés, pour le coup, on va dire les choses, les marchés s'en contrefichent finalement de cette dégradation quand on voit la réaction sur les marchés. Et pourtant, voilà, on dit que tout ça peut à terme dégénérer parce que l'endettement galopant et pas maîtrisé, ça nous mène à 300% du PIB en termes de dette publique, de dette totale d'ailleurs, pardon, dette totale à horizon de 2022. Pourquoi est-ce que ça n'a pas de répercussions, encore une fois, sur les marchés? On dit parfois que c'est parce que justement la dette chinoise, elle est détenue en Chine et donc il n'y a pas de turbulence financière possible venant de l'étranger sur la dette chinoise. Bah oui, l'économie chinoise n'est pas une économie dont le compte de capital est ouvert. Donc derrière ce terme un peu barbare, ce que ça veut dire, c'est que c'est l'épargne des Chinois qui finance les dettes des agents économiques chinois. Un peu comme au Japon. Un peu comme au Japon, mais bien plus strict qu'au Japon, parce qu'au Japon, malgré tout, le compte de capital est ouvert, donc les gens pourraient placer leur épargne à l'extérieur, alors qu'en Chine, il est complètement fermé, c'est-à-dire qu'il y a une muraille de Chine qui l'entoure et qui l'empêche de sortir. Donc, ce qui fait qu'au final, c'est quand même une affaire d'économie nationale et de politique économique nationale qui est posée, et pas du tout un risque d'un arrêt du financement par l'extérieur. Donc, l'influence de la note donnée par Standard & Poor's est assez paradoxale. Bon, on était habitué à ces paradoxes. Quand Standard & Poor's a dégradé les États-Unis, quand les agences de notation ont dégradé les États-Unis, les taux d'intérêt souverains ont baissé. Donc, pour d'autres raisons. Mais pour d'autres raisons, oui et non, parce que quand on touche à un souverain systémique et qui a des leviers de politique monétaire et économique qui sont aussi massifs qu'une économie continentale, en fait, la dégradation, elle change pas grand-chose. Quand c'est la Grèce qui est dégradée, ça veut dire plus personne ne veut financer la Grèce. Mais dire plus personne ne va financer les États-Unis ou la Chine va arrêter de pouvoir s'auto-financer, c'est deux choses qui ne peuvent pas se produire. Et donc, du coup,
Disons que ça a presque renforcé la situation chinoise en disant, après tout, il y a quand même un petit débat sur la situation économique chinoise. Et donc le gouvernement en a quand même conscience, tout le monde en a conscience, on va discuter, on va peut-être trouver des solutions. Et donc il faut être optimiste sur le long terme. Soyons optimistes sur le long terme. Le pire n'est pas le plus certain. Merci à vous, Xavier Timbaud, économiste et directeur de l'OFCE. Merci pour ces explications. Au revoir. Au revoir.